Un petit peu de retard et nous avons une après-midi très chargée. Voilà. Donc, nous avons préparé la session avec le docteur Siki Tungara, évidemment tous les participants de la session. Et le but de cette session, on sait que en fait, la gestion des ressources constitue un enjeu central pour le développement des agricultures urbaines et périurbaines. Et donc, cette session va aborder la question des ressources, la quantité, la qualité de ces ressources mobilisées pour ces agricultures urbaines. Alors, ça peut être l'eau, l'énergie, le sol, la biomasse, éventuellement les intrants organiques ou autres. Et évidemment, ce qu'on souhaite aussi vous présenter, ce sont des stratégies qui permettent d'optimiser l'usage de ces ressources et réduire donc notre dépendance aux ressources externes. Donc, je vous ai parlé ce matin de la circularité de l'agriculture urbaine et la session va notamment mettre cela en évidence. Ce que nous avons apprécié, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'intervenants. Il y a des géographes, il y a des agronomes. On va parler du végétal, on va parler de l'élevage, on va parler du hors-sol, de la pleine terre, la gestion des déchets. Et donc, tout ça vraiment avec cette idée de comment bien gérer les ressources, comment les économiser, comment moins en dépendre lorsqu'elles sont externes. Donc, sans tarder, je donne la parole à Sylvie qui va vous présenter introduire le premier présentateur. Merci, professeur Hassan. Bonjour à tous. Je suis Dr. Sylvain Kara, je suis chercheur et coordinateur de projet à l'IPA, Institut prospective agricole et rural. Je suis qualifié de la recherche action sur les questions de développement agricole au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, pour la problématique de l'agriculture urbaine et périurbaine, on est très impliqué là-dessus, et c'est aussi une question qui nous interpelle en tant que FIFA. Merci. Donc, je m'en vais sans plus tarder introduire professeur R.P. Tchekoté et Dr. Marianne Gatchambiakov, sont des géographes finisseurs de l'Université d'Achan du Cameroun. Donc, ils vont nous présenter un peu l'analyse du compromis entre l'agriculture urbaine et périurbaine, surtout le processus d'aménagement de la ville. Et Yaoundé, il n'intègre ni la valorisation des ressources, ni l'agriculture urbaine. Merci beaucoup de me passer la parole. Je suis le professeur Hervé Tchekoté, je suis professeur titulaire à l'Université du Champ, géographe, et je travaille au Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture, paysans, forêt, bois, qui est l'antenne de l'Université de Champ, qui est basée à Yaoundé. Et pour cette présentation, il porte justement sur aménagement urbain à Yaoundé, quel compromis entre valorisation des ressources et agriculture urbaine et périurbaine. J'ai travaillé avec Madame Ngata, qui vient de soutenir une thèse sur la valorisation foncière à Yaoundé, et donc en abordant justement un certain nombre de questions relatives à l'agriculture urbaine. Je voudrais, avant de passer au plan de la présentation, remercier les organisateurs du forum, de l'atelier, pour le choix qui a été porté sur notre modeste personne pour participer à cet atelier et justement partager un certain nombre d'expériences de la ville de Yaoundé. Et cela dit, nous allons articuler nos propos autour de 5 points. Une introduction, une approche méthodologique, brièvement, quelques résultats, quelques éléments de discussion aussi, et quelques éléments de conclusion. Le temps est en cours, je vais rester strictement sur ce qui est nécessaire. Alors, d'entrée de jeu, nous avons la ville de Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Voilà. Nous avons la ville de Yaoundé et là qui a
qui a beaucoup évolué dans le temps. Et justement, à partir des années 80, Yaoundé a pris du volume dans l'espace. On avait, au début des années 60, 160 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, on est à plus de 4 millions, selon certaines sources. Et cela correspond justement à un certain nombre de problématiques relatives à l'aménagement de la ville. On a beaucoup de documents de planification qui ont été réalisés, mais en termes d'occupation de l'espace, il y a un certain nombre d'inactions, un certain nombre d'incongrus relativement à ces plans-là. Et donc, on voit bien que l'urbanisation, il y a une urbanisation intense avec une pression relativement croissante sur les ressources et au-delà de cela, une question de gestion des déchets urbains qui se pose avec acuité. Et c'est en regardant justement cette question de gestion des déchets que nous nous sommes proposés d'articuler notre réflexion autour du compromis, n'est-ce pas, entre gestion des déchets, gestion de ressources de façon générale, n'est-ce pas, et l'aménagement de la ville. Et donc, on voit justement une accumulation des déchets dans les rues et dans les bas-fonds, souvent drainés par des coups d'eau, et dans le même temps, un paysage urbain et périurbain marqué par l'agriculture qui se développe de plus en plus dans l'optique, n'est-ce pas, d'alimenter justement la population de la ville en produits frais immédiatement sortis des champs. Et donc, face à cela, la question qui est pour nous légitime de nous poser, comment faire des déchets une ressource pour l'agriculture urbaine et urbaine durable à Yaoundé. Et donc, en analysant justement, comme je l'ai annoncé au départ, le compromis entre ressources et agriculture urbaine, périurbaine, en questionnant les processus d'aménagement de la ville qui n'intègrent ni la valorisation de ces ressources, ni l'agriculture urbaine. J'y reviendrai. Et donc, nous avons mené un certain nombre d'enquêtes à l'intérieur de la ville, mais aussi au niveau du périurbain. Yaoundé, ici, je vais passer très vite, la capitale du Cameroun. Et donc, les enquêtes que nous avons menées, nous avons échangé avec une dizaine de personnes ressources et sans agriculteurs urbains dans différents bas-fonds de la ville de Yaoundé et même au-delà. Et à partir de là, justement, nous avons essayé d'obtenir un certain nombre de résultats sur lesquels je vais y aller très vite, faute de temps, justement. Alors, la première chose que nous avons remarqué et qui mérite de mettre en discussion, c'est un dysfonctionnement majeur entre gestion des déchets, dans la gestion des déchets à Yaoundé. Et on voit justement une multiplication, n'est-ce pas, des dépôts sauvages dans la ville et des déchets qui se produisent de façon croissante au fil des années. Et du point de vue quantitatif, justement, il y a un écart croissant entre la production et la collecte qui se passe. Je rappelle qu'à Yaoundé, les déchets sont le système de gestion, c'est essentiellement de la collecte et avec très peu de valorisation. Nous allons y revenir d'ailleurs un peu plus loin. Aussi, on remarque que dans certains cas, la plupart de ces déchets sont incinérés. On a un certain nombre de cas qu'on a relevés
de part et d'autre. Et d'ailleurs, en saison sèche comme maintenant, on voit des cas d'incinération des déchets à ciel ouvert un peu partout dans la ville. Et pourtant, l'agriculture urbaine et périurbaine peut bien absorber une partie importante de ces déchets qui ont une partie essentiellement riche qui peut servir justement à la production des intrants. Et pour revenir justement à l'agriculture urbaine, qui est le deuxième élément que je mets en discussion ici, on voit bien, n'est-ce pas, que il y a des efforts d'aménagement, qu'ils soient d'ordre étatique ou privé, qui convergent vers justement l'artificialisation des sols dans l'objectif de générer une plus-value foncière. Pourtant, on peut bien remarquer qu'il y a des cas de mise en valeur agricole qui se produisent essentiellement dans les bas-fonds. Et d'ailleurs, il y a un collègue qui a écrit un important article il y a quelques années intitulé Cultiver d'abord et habiter après, le docteur Domdor. Et donc, on voit un peu partout dans la ville une multiplication comme ça d'espaces agricoles, parfois sur des terrains sur lesquels on habitera après, mais aussi de façon durable dans les bas-fonds, avec une variété justement de produits cultivés, dont le principal but est d'alimenter les ménages en denrées alimentaires, mais aussi qui représente une source de revenus importante. Nous avons comme ça quelques cas de bas-fonds. Essentiellement, ici, c'est la vallée de la Biégué, qui est une importante vallée entre l'arrondissement de Yaoundé 6 et l'arrondissement de Yaoundé 7, et qui est drainée par ce cours d'eau-là, qui forme le puis le Lyon, qui est un important fleuve au Cameroun. Donc, on a une agriculture urbaine, comme je l'ai dit, qui génère pas mal de ressources en activité principale comme en activité secondaire. On a, par exemple, 39% des gens qui disent qu'ils étaient en chômage, qui font de l'agriculture urbaine. On a aussi, et c'est très important de le signaler, 77% de travailleurs qui s'investissent. Et il y a un certain nombre de personnes qui déclarent qu'ils ont jusqu'à 200 000 francs de revenus, un peu plus, en pratiquant cette activité. Alors, ce qu'il faut remarquer très rapidement, c'est que c'est une agriculture qui consomme malheureusement beaucoup d'intrants chimiques. Et on peut justement remarquer que malgré la présence des déchets, beaucoup de déchets d'ailleurs dans la ville, les producteurs se rabattent essentiellement vers ces intrants chimiques-là. Mais un autre élément aussi important, c'est que, comme je l'ai signalé au départ, la valorisation des déchets est essentiellement faite la gestion des déchets est essentiellement faite par un système de collecte puis d'écoutage, sauf quelques cas de sociétés qui sont développés ces dernières années à Yaoundé, mais qui malheureusement ne recyclent que les parties plastiques et métaux qu'ils considèrent justement comme des déchets valorisables et qui peuvent directement générer une plus-value intéressante par rapport à la partie biodégradable qui servirait de fabrique du compost et au service
de l'agriculture. Nous avons identifié quelques cas, mais très, très minimes, n'est-ce pas, de personnes qui utilisent des composts. On a quelques cas de compost, pardon, quelques sacs de compost qu'on a trouvé chez un producteur, justement, dans le bas fond de la vallée de la Virgule, mais qui est allé acheter à Tchang, à 350 km de la ville de Yaoundé. Je rappelle ici que Tchang, avec l'appui, n'est-ce pas, de la coopération française, a développé un modèle de valorisation des déchets par la fabrication de compost très, très apprécié. Et aujourd'hui, mais ça reste des cas isolés comme ça à travers le pays. Et les grandes villes comme Yaoundé et Douala qui produisent beaucoup de déchets avec un peu plus de 60% de ces déchets qui peuvent constituer, n'est-ce pas, de la matière biodégradable pour la fabrication du compost et qui, malheureusement, se limite, n'est-ce pas, à arriver, n'est-ce pas, leur pousse dans les charges. Voilà, je vais très, très, très rapidement conclure en disant que il y a une activité marginale, mais très, très stratégique en matière d'agriculture urbaine et qui est pratiquée très souvent sur des terrains précaires à proximité d'habitats dans les bas-fonds. Mais il y a une réponse aussi, une réponse directe à la précarité, pardon, qui est une réponse directe à la précarité et à la sécurité alimentaire et qui s'exerce dans les politiques publiques en matière d'aménagement urbain. Les collègues qui sont passés ici, je leur ai dit, les cas que vous avez présentés ne sont pas très bons du cas de Yaoundé. Et comme j'ai dit au départ de mes propos, Yaoundé est une ville qui a eu un certain nombre élevé, n'est-ce pas, de documents d'aménagement de territoire et qui, malheureusement, ne prennent pas en compte ni la question d'agriculture urbaine, ni comment faire pour pouvoir mobiliser la ressource qui est les déchets pour pouvoir faire cette agriculture-là une agriculture essentiellement durable. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons très rapidement préparé. Je rappelle qu'il y a pas mal de choses à dire sur Yaoundé, mais faute de temps, on est resté sur ces éléments essentiels. Je vous remercie. Merci d'avoir tenu le timing. Peut-être place pour une ou deux questions maximum. Oui, Steve. Est-ce qu'il y a une décharge municipale qui soit utilisée, de laquelle on puisse tirer du triplé de décharge? La question c'est est-ce qu'il y a une décharge municipale comme on peut avoir pour réparer une meuleuse? Donc on peut utiliser les produits organiques pour faire du privé de décharge. Est-ce que ça se fait? Oui, il y a une grosse société qui s'appelle Isacam, dont le rôle est essentiellement de faire le tour des quartiers de la ville de Yaoundé pour collecter tant qu'elle peut. Mais il faut remarquer qu'elle ne collecte qu'une partie au regard de ses possibilités et elle a justement une décharge à Golfoulou, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville où elle décharge. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une question, oui? Je voulais savoir pourquoi vous avez utilisé le terme compromis. Quel est le compromis entre la ressource et l'agriculture urbaine? Merci. Alors, utiliser le compromis ici, c'était de voir comment on peut mettre les deux ensemble pour faire de l'agriculture urbaine
durable. À la fin de ma présentation, je l'ai d'ailleurs évoqué en disant qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a de l'agriculture urbaine qui se développe, même si cela n'est pas réglementé, même si cela va un peu en fonction des acteurs. Mais comment justement faire de ces déchets qui sont une ressource, justement un support pour aller vers l'agriculture durable. Justement, faute de temps, puisqu'on a un temps assez limité, on n'a pas pu s'étaler sur la question. Merci. Merci Hervé pour cette présentation, de nous avoir montré un peu l'exemple de Yaoundé sur la question. Il y a encore des questions? Avec le temps, on va prendre une dernière question. Merci, monsieur le modérateur. Juste une question. C'est l'agriculteur dont on a vu les sacs de compost. Est-ce que vous savez pourquoi, dans un environnement où on utilise les chimiques, donc il va acheter du compost? Justement, parce que il y a des filières d'agriculture biologique qui se développent à Yaoundé, au Cameroun et à Yaoundé en particulièrement, conduit par un certain nombre d'institutions, animées par un certain nombre d'institutions. La GIZ particulièrement a un projet là-dessus et aller vers l'utilisation, n'est-ce pas, des composts, du compost, c'est évidemment s'inscrit dans cette filière-là. Mais ça reste un cas isolé par rapport à l'agriculture urbaine, puisqu'au Cameroun, il y a pas mal de producteurs qui font de plus en plus de l'agriculture biologique, mais essentiellement en zone rurale. Merci. Merci Hervé. Donc, je voulais juste vous dire que les déchets en énergie, ça fait du compost, peut-être valoriser autrement aussi. Vous avez parlé des déchets plastiques, en tant que support, par exemple, pour produire des pépinières, et même dans l'agriculture ornementale. Donc, il y a plusieurs façons de valoriser. Donc, je m'en vais donner la parole à. Je vais continuer la session et je vais appeler le docteur Félicien Moulouga KTB, qui est professeur, ancien doctorant de mon laboratoire. Il va vous parler en fait de la bioponie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je remercie aussi les organisateurs de ces assises pour l'opportunité de nous accorder. Cependant, cette présentation. Moi, je me nomme Félicien Moulouga KTB. Je viens de l'autre Congo. Naomi nous a présenté du Congo-Brazza. Moi, je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Donc, on va essayer d'échanger sur les cultures bioponiques, des légumes non contaminés par les métaux lourds, notamment la dernière des questions. Donc, à Lubumbashi. Donc, c'est dans le sud-est de la République démocratique du Congo, deuxième ville de la capitale. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi et je suis doyen d'une unité à 120 km de l'université de Lubumbashi en agronomie. Nous allons échanger sur ces contextes, ces plans de l'exposé, un contexte, les cultures hors sol et la bioponie, le partage d'expériences et quelques perspectives. La bioponie, d'abord, pour commencer, c'est quoi? La bioponie, c'est une technique de production de cultures dans l'eau, mais enrichie avec les solutions nutritives organiques. Donc, c'est différent de l'hydroponie. Avec l'hydroponie, on peut utiliser les solutions nutritives chimiques, mais en bioponie, on utilise les solutions nutritives organiques. Donc, je disais, la ville de Lubumbashi est dans le sud-est de la République démocratique du Congo, qui compte environ 3 à 5 millions d'habitants. Et les projections d'ici 2050, c'est autour de 200 millions pour la RDC d'habitants et 10 millions d'habitants pour la ville de Lubumbashi. Donc, il y a quoi à produire pour justement nourrir cette population. La République démocratique du Congo, c'est un pays d'immenses richesses, notamment les richesses forestières, les richesses minières que vous voyez ici. Et pour le moment, pour les gens qui suivent un peu l'information, il y a maintenant les lithium qu'on a découvert. Outre ces richesses,
que comporte la République démocratique du Congo. Et c'est depuis 1906 que, notamment par exemple, l'exploitation du cuivre par la Générale des carrières et des mines a commencé. Et au fil des années, il y a maintenant une décennie où il y a des entreprises qui se multiplient pour justement l'extraction du cuivre et du cobalt. Mais cependant, il faut se dire que cette exploitation n'épargne pas l'environnement. Où nous voyons ici une concession qui était avec plein de végétation. Après l'exploitation, notamment par la Chicanif, on voit la disparition totale de cette végétation. Donc, il y a des teneurs très élevées en cuivre cobalt qui sont au-dessus des normes pour que la végétation puisse survivre. Il y a aussi les eaux usées qui sont enrichies. Dans cette exploitation, il faut souligner qu'ils font l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qu'on exploite des minéraux, mais on évacue les effluents. À 2 jours avant de venir ici, il y a une entreprise qui vient d'être fermée, une entreprise chinoise, qui a déversé des tonnes et des tonnes d'effluents très chargés. Et comme ça fait un beau parce qu'il y avait une petite pluie, mais la quantité d'eau qui était, le gouvernement a pris des mesures pour fermer. Donc, vous comprenez pourquoi cet intérêt sur cette pollution. Mais il y a aussi la pollution des cultures, où vous voyez les jardins urbains qui sont tout autour de la ville, contiennent, donc les plantes contiennent des métaux très, très riches. Et par conséquent, il y a des cours d'eau qui sont enrichis en poissons, et on voit des poissons qui sont des fois morts à cause de cette intoxication. Il y a aussi la mauvaise gestion de déchets urbains, tels que les collègues l'ont présenté, M. Hervé, où on voit que ces eaux-là sont justement très chargées en métaux. Et par conséquent, c'est ces eaux-là que les maraîchers aussi utilisent justement pour produire. Ce qui nous ramène à la qualité de mauvaises légumes. Les études effectuées en 2000 par la FAO avec le projet UP, c'était un projet qui était financé par la Belgique, où on avait vite compris que les besoins déjà, pour une population de Lubumbashi qui était environ à 2,6 millions d'habitants, donc on produisait les légumes justement à 43%. Donc on avait déjà un déficit très, très énorme. On se pose la question en 2025, il n'y a pas une étude qui spécifie ces données, donc qui donne ces précisions quelle est la quantité, parce que comme les collègues dans les premiers panels l'ont souligné, par rapport aux fonciers, on voit que c'est le même problème qui se poursuit aussi en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Lubumbashi. Comme j'ai évoqué au début que d'ici 2030 à 2050, on va atteindre 10 millions d'habitants, quelle sera la production des légumes? Peut-être vous vous posez la question, pourquoi l'intérêt sur les légumes seulement? Ça, c'est un plat atypique pour les habitants de Lubumbashi. Donc, c'est ce qu'on appelle les foufous. Je ne sais pas en Afrique de l'Ouest comment on appelle. Donc, vous allez comprendre que ici, les poissons nous viennent des pays voisins, notamment la Zambie, l'Afrique du Sud, la Namibie, ainsi de suite. Les maïs nous viennent pratiquement de ces mêmes pays, Zambie, Afrique du Sud. L'eau, ce sont des grandes firmes internationales qui mettent des capitaux pour justement produire. Et les moyens congolais se retrouvent que dans les plats des légumes où il est présent dans tout ce qu'il mange. Donc voilà l'intérêt de vraiment protéger cette agriculture urbaine qui tend à disparaître. Pendant notre parcours doctoral, comme le professeur l'a souligné, nous avons eu à échantillonner sur 4 légumes, tels que vous voyez ici, par exemple, pour les amarantes, les choux chinois, les poirets verts et le brassica carinata, communément appelé localement kilanga. Vous allez constater que les teneurs en cobalt, cadmium, plomb, cuivre sont au-dessus des normes, parce que pour consommer les légumes, vous allez comprendre que, par exemple, pour le cobalt, je donne juste un exemple, il faut avoir 1 à 2 ppm de cobalt pour que l'homme puisse consommer les légumes. Mais vous voyez d'abord les teneurs qu'il y a dans ces choux-là. Et ça, c'est dans les marchés et jardins de pratiquement 90% des marchés qu'on avait échantillonnés, ces légumes. Pour les cuivres, vous allez constater que les teneurs varient entre 5 à 10 ppm pour la consommation humaine. Mais quand vous regardez les teneurs, eh bien,
Je vous dis, et ça sont des valeurs moyennes, c'est-à-dire qu'il y avait des sites où on pouvait trouver des ténèbres plus élevées et qui pouvaient poser un problème sur ces types de cultures. Donc, quand vous voyez par exemple ce tableau, c'est un tableau qui montre les degrés de danger que ces jardins maraîchers représentent. Où vous voyez que près de 86% de ces jardins sont contaminés par les cuivres et les cobaltes. Donc, vous comprenez que les problèmes demeurent vraiment dans la ville de Lubumbashi. Ça, c'est encore pratiquement plus de 80% des jardins où les légumes sont produits. Pendant notre thèse, par exemple, nous avons eu à tester d'autres techniques, notamment l'utilisation de matière organique mélangée à la chaux qui pouvait réduire ces transferts de métaux du sol vers les plantes. Mais pour les sols qui étaient fortement contaminés, vous allez constater que les teneurs étaient encore très élevées par rapport aux normes de la FAO et de l'OMS pour la consommation des légumes. Donc, ces légumes-là, nous avons catégorisé pour les sites fortement pollués, par exemple, ces techniques s'avèrent inefficaces, d'où l'intérêt d'aller vers des cultures hors sol. Donc, nous avons catégorisé par rapport au site, pour les jardins fortement contaminés, pour les jardins moyennement contaminés et pour les jardins faiblement contaminés, où ces techniques pouvaient justement s'appliquer. D'où l'intérêt de la bioponie. Et comment nous avons procédé? Donc, nous collectons, par exemple, l'éjection de fientes de poule que nous allons fermenter pendant 7 jours. Après, nous allons fabriquer des tables hydroponiques en bois. Donc, ce sont les bois de réutilisation, justement pour arriver à produire des légumes. Comme nous le savons bien, dans les sols, il y a les micro-organismes qui jouent le rôle, par exemple, pour la décomposition des composés azotés. Ici aussi, vous voyez un peu, nous avons collecté les bouchons et les billes d'argile pour justement permettre, nous avons créé un compost mûr que nous avons mélangé. Pendant 14 jours, nous mettons ces bouchons-là avec des billes d'argile enfermées dans un moustiquaire où les bactéries vont se fixer pour justement les mettre dans les tables hydroponiques telles que je les ai montrées au milieu là. Donc, ces micro-organismes jouent le même rôle que dans les sols. Et après, par rapport à l'analyse, pour savoir est-ce que ces fientes de poule que nous avons fermentées sont de qualité, eh bien, nous faisons des analyses à l'aide d'un spectrophotomètre où nous déterminons pratiquement autour de 53 éléments, mais ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre étude. Ici, moi, c'était principalement les NPK. Donc, je pouvais déterminer la quantité d'azote qu'il y avait dans cette solution nutritive pour justement apporter aux plantes. Donc, c'est les tables que je vais vous montrer par rapport à la réutilisation des bois avec un plastique qu'on peut trouver facilement sur les marchés. Pourquoi nous avons recouru à ces matériaux? Parce que si vous comparez les normes européennes en termes de tables hydroponiques en métal, vous allez comprendre que c'est autour de 500-600 € par rapport à la majorité des producteurs locaux. Vous allez constater qu'ils sont non seulement hors, mais ils ne peuvent pas arriver à optimiser sur cette technique. D'où l'intérêt de recourir aux matériaux. Pourquoi les champs de poules? Parce que vous allez constater qu'ici, maintenant, il y a donc les ménages produisent 5, 10, voire 15 poules. Et il y a cela 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On constatait que ces viandes de poules étaient jetées dans les poubelles. Alors qu'avec cette technique de bioponie, c'est une opportunité pour justement arriver à valoriser ces matières. Il y a maintenant pratiquement dans la ville de Lubumbashi autour de 2 entreprises agro-industrielles à grande échelle qui produisent de ces fientes de poules, mais ce sont des grands exploitants qui parvenaient justement à arriver à s'accaparer de ces fientes de poules pour justement leur production de soit de maïs ou ainsi de suite. Donc, il y a maintenant une opportunité d'aller prendre parce que les quantités disponibles dans la bioponie sont tellement faibles comparativement aux autres industriels. Voici l'illustration de fientes qui s'est décomposée pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie et qui pouvaient aussi polluer les nappes phréatiques. Voici les modèles de production hors sol bioponique. Donc, ces plantes que vous voyez ici n'ont jamais connu le sol et
les solutions nutritives qui sont sous les tables proviennent principalement des viandes de poules qu'on a décompostées grâce à cette méthode. Et par rapport à la qualité, vous allez constater que les valeurs qu'on retrouve dans les plantes de laitue sont bel et bien en dessous des valeurs seuil que je vous ai présentées l'autrement. Et de l'autre côté, il y a la production qui augmente par rapport à la superficie, comparativement à la superficie de maraîcher. Donc ici, c'est une valorisation aussi, nous avons fait avec les étudiants cette année pour utiliser les plantes locales. Donc, essayer de voir aussi, est-ce qu'avec la bioponie, on peut arriver à produire les plantes locales, parce que la laitue, dans ma ville, elle est considérée comme une culture pour les personnes, entre guillemets, nantis. Et ça, c'est en 2023 où nous avons bénéficié d'un financement de la Wallonie Bruxelles International, où nous avons formé les producteurs pour justement appliquer cette technique. Et vous voyez les photos ici, ce sont les productions des gens qu'on avait formés pendant pratiquement 2 jours et accompagnés jusqu'à la production. Comme recommandation, donc il y a lieu maintenant de tester, parce que vous voyez les collègues qui sont passés ici ont parlé des types de matières organiques. Donc il y a lieu de tester aussi d'autres types de matières organiques, notamment les pelouses. Quand nos pelouses, on peut arriver à composter ça pour justement produire les légumes non contaminés. Et aussi, c'est procéder à la formation d'un plus grand nombre de producteurs urbains pour justement vulgariser ces techniques, parce que nos services s'avèrent des fois, on peut dire incompétents, quoi. Voilà. Et à la fin, je pense qu'il faut arriver à créer des centres de contrôle pour justement la certification des légumes qu'on peut retrouver sur le marché. Je pense qu'avec ça, ça peut aider à assurer la qualité des légumes. Pour votre attention, merci. Merci Félicien, à une minute près, la minute respectée. Donc, il y a place pour une autre question. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je suis Dr Tendeng, agroécologue. Je suis au niveau du laboratoire du professeur Kalmo Kodjana de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, je voyais tout à l'heure dans la présentation qu'il y a eu des métaux lourds, des contaminants au niveau du sol, pour l'approche, comme le prof l'avait dit tout à l'heure, de travailler de manière pluridisciplinaire, parce que je pense qu'avec l'utilisation des vers de terre, notamment les lombrics, et même les insectes qu'on appelle les black soldier fly, c'est-à-dire la mouche soldat noire, donc ils sont capables de décontaminer, entre guillemets, parce qu'en consommant, les vers de terre, en consommant, ils vont libérer des tubercules, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'épurer le sol. Et en quelque sorte, ces métaux lourds et au-delà vont diminuer au niveau du substrat que vous utilisez. Je crois que c'était ça que je voulais préciser, parce que je n'ai pas vu par rapport à cette présentation l'utilisation de ces animaux comme ingénieurs de l'écosystème pour essayer de réduire la quantité de contaminants au niveau du compost, des substrats utilisés. Merci. Merci beaucoup. Si je dois faire un commentaire par rapport au vers de terre, donc c'est comme j'ai souligné, ça dépend du type de contamination. Parce qu'il y a des études d'une collègue qui est encore à Jamblou, qui fait sa thèse, qui démontre que plus la contamination est très élevée, même la faune dans les sols disparaît au fur et à mesure. Donc, il y a lieu de faire ces genres d'études, c'est une belle proposition, mais en testant, en tenant compte aussi du niveau de contamination des sols, c'est possible. Il y a encore une question, je pense. Juste là, puis après vous, et vous serez la dernière. Donc, monsieur, non, monsieur là, et puis madame la dernière question. Je ne me représente pas à nouveau parce que c'est ce matin. Et merci pour la présentation. Ma question, c'est plutôt sur un peu le sens de la question précédente. Est-ce qu'il y a une politique nationale pour décontaminer ces sols
qui, j'ai l'impression, ça n'a pas été chiffré, j'ai pas vu je ne vois pas l'ampleur, mais est-ce qu'il y a une politique nationale pour pouvoir décontaminer ces sols? Une toute dernière, par rapport à ce qui peut être produit, si j'ai bien compris, en 2030, vous allez passer à 10 millions d'habitants. On a la population qui va doubler. Est-ce que vous pensez en termes de quantité, comment faire de sorte que cette pratique bioponique puisse quand même arriver à prendre au moins une bonne partie de la production pour cette ville? Merci. Et par rapport à la politique nationale, donc, comme j'ai souligné dans les contextes, nous sommes presque dans les mêmes problèmes. En RDC, il y a un conflit entre les codes miniers et les codes agricoles. Donc, vous allez voir que les codes miniers priment plus sur les codes agricoles. Donc, la politique est là, mais non appliquée. Parce que, je donne un exemple, vous venez avec 50 millions de dollars pour créer une entreprise minière. J'ai venu avec 20 000 dollars pour faire une ferme agricole. Vous voyez que les décideurs n'ont pas de choix face à cette concurrence-là. La politique est bel et bien là, d'où l'intérêt de ces assises. Pendant la pause, on discute avec des collègues ici pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, d'avoir maintenant un organe international qui pourrait justement spécifier pour dire, voici les zones où on peut produire, voici les zones où on ne peut pas produire. Donc, comme ça se fait par exemple dans les choix de places publiques. Dans les places publiques, on dit espace vert public, vous ne pouvez pas les construire parce que vous craignez déjà l'État. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette politique nationale ou continentale qu'on peut arriver à faire? Donc, la politique nationale existe, mais je venais de l'expliquer. Par rapport à la production jusqu'en 2030, comme j'ai souligné ici, avec la bioponie, je donne l'exemple, pour la même superficie d'un an, par exemple, vous pouvez avoir en plein sol 50 kilos, mais avec la bioponie, vous pouvez justement arriver à doubler, voire tripler cette production. Donc, ça promet encore pour justement arriver à ce qu'en 2030, on puisse justement augmenter le rendement. Mais seulement, il faut qu'il y ait une vulgarisation. Parce qu'en Lubumbashi, très peu de consommateurs savent que les produits qu'ils consomment sont de mauvaise qualité. Il y a une branche qui connaît que c'est pollué, mais une autre qui ignore totalement. Mais lorsque les producteurs sont initiés, d'où l'intérêt de former un plus grand nombre de producteurs urbains, ils peuvent facilement arriver à mettre en place cette technique et l'appliquer pour une plus grande échelle. Donc, dernière question. Bonjour à tous, Laure Tal, IPAR. Ma question, c'est un point de vue de consommateur. Est-ce que la technologie que vous êtes en train de développer va permettre d'avoir un produit hydroponique au même prix qu'un produit traditionnel pour le consommateur? Est-ce qu'il y a une appétence pour les consommateurs pour un produit plus sain? Merci. Merci. Par rapport aux consommateurs, oui, parce que comme j'ai dit, l'utilisation des tables, donc des planches, sont des matériaux qu'on pouvait jeter. Et ça permet de réduire vraiment les coûts de production. Et ces tables-là peuvent aller jusqu'à 3 ans de production. Et aussi la rentabilité par rapport aux consommateurs, parce que vous allez constater que l'agriculture, de manière générale, en plein sol, à Lubumbashi, et c'est fait, donc la fertilisation, s'est faite à base de la fertilisation azotée, permettez la tautologie, donc de la fertilisation azotée. Et en comparant les quantités, par exemple, pour une table, les 12 tables que vous avez vues là, c'est à peine 30 kilos de viande de poule. Et par rapport au coût d'engrais, un seau déjà va absorber presque 90%, un seau d'NPK dans la ville. Donc, il y a lieu d'espérer qu'on peut vendre à moins cher et aussi de manière durable. Merci beaucoup, merci pour ces questions, merci pour les réponses apportées. Donc maintenant, nous allons passer
à l'intervenant suivant, qui est Olivier Parissi, et qui va nous parler, lui, des systèmes aquaponiques. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Olivier Parissi, doctorant à Jean Bleu Agrobiotech, sur une faculté de l'Université de Liège, en Belgique. Je suis ravi et honoré d'être aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon sujet de thèse, qui traite d'aquaponie, qui est un système de production alimentaire durable et basé sur la circularité, ainsi que l'utilisation de produits biostimulants. Les biostimulants, c'est les stimulants de la croissance des plantes à l'aide de micro-organismes ou alors de substances naturelles. Alors, je pense que nos chers intervenants ce matin nous ont fait un long topo des défis auxquels fait face l'agriculture aujourd'hui, défis qui sont globalement partagés. Donc, je vais passer très rapidement. On peut voir qu'on fait face à une population grandissante, à une pression sur le foncier, l'accès à la terre, l'accès à l'eau et l'utilisation de pratiques qui laissent des traces dans les agro-écosystèmes. Face à cela aussi, nous avons le réchauffement climatique qui va venir aggraver la situation avec des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Alors, face à ça, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour produire durablement en limitant les effets du changement climatique, en limitant les émissions de gaz à effet de serre? Alors, il existe une pléthore de réponses et de pistes à suivre. Moi, dans le cadre de mon exposé, je vais développer l'aquaponie. Alors, l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est l'association entre l'aquaculture, donc l'élevage et la production de poissons, et l'hydroponie, la production de plantes dans des solutions nutritives et liquides. Et ce système, il est basé sur la circularité d'eau et de nutriments entre les différentes unités de production. Alors, la première unité de production, ce sont les poissons. C'est dans cette unité, et dans cette unité seulement, qu'arrivent les nutriments. Ils arrivent sous la forme de l'eau qu'on utilise, mais ils arrivent aussi sous la forme de l'alimentation pour poissons. Alors, les poissons vont faire leur vie, ils vont consommer l'alimentation, ils vont aussi respirer, générer des formes d'azote ammoniacal dans l'eau. On a des phases qui sont solubles et non solubles. Et tout ça va arriver ensuite vers un biofiltre. Alors, le biofiltre, c'est une étape cruciale dans le cycle aquaponique. C'est là qu'on va avoir une transformation des formes ammoniacales en nitrite et puis en nitrate qui seront disponibles pour les plantes. Mais outre ces bactéries nitrifiantes, on a aussi un cortège de micro-organismes qui vont transformer les autres formes de nutriments. Une fois que notre eau est passée dans ce biofiltre, elle arrive vers les plantes, on va avoir une production végétale. Au niveau des plantes qu'on peut produire dans ce genre de système, on va avoir des légumes feuilles, des légumes fruits, des aromates. Et vous avez ici, en bas à droite de la slide, une des installations qu'on a à Jean Bleu, donc quelque chose d'assez léger, où on a des gouttières dans lesquelles coule notre solution nutritive, dans laquelle on a du basique. Alors, une fois que les nutriments ont été absorbés par les plantes, l'eau retourne vers les poissons. Ça, c'est ce qu'on appelle un système couplé. C'est le système le plus économe en termes d'eau et celui qui est le plus basé sur la circularité. On peut aussi adopter un autre type de système, le système découplé, dans lequel l'eau ne retourne pas aux poissons, mais est éjectée. Alors, ce système-là, il est préféré quand on est à plus large échelle, qu'on a un objectif de production plutôt industriel, parce qu'on a un contrôle bien plus important sur l'eau qui arrive aux plantes. En effet, on peut la complémenter avec des engrais organiques. On peut aussi modifier le pH afin que les plantes soient dans les meilleures conditions. Donc, en voyant ce cycle, vous comprenez bien qu'on a trois acteurs clés qui, la fois, ne vivent pas dans les mêmes plages de conditions. Ce n'est pas le même pH, pas la même température. Alors, il convient de trouver des compromis en termes de conditions, faire en sorte que tout le monde fonctionne, mais atteindre l'optimum chez chacun des acteurs peut être un défi. Il faut bien designer son système de la création. Alors, ce genre de système aquaponique, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est l'économie d'eau. Donc, selon la littérature, on peut économiser jusqu'à 90% d'eau quand on compare l'aquaponie ou l'hydroponie ou autre technologie hors sol par rapport à l'agriculture conventionnelle. On économise en fertilisant, pas de fertilisants chimiques issus de l'extraction ou de la pétrochimie. Économie d'espace, qui fait que cette technologie peut être insérée dans une agglomération urbaine et les différentes unités peuvent être en pylône aussi. Il y a la possibilité de produire dans des zones non propices à la culture pleine terre, pas de produits phytosanitaires. Dans ce mode d'agriculture, on se passe de ce genre de système afin d'éviter de mettre en danger le fragile équilibre avec tous les micro-organismes dans ce système. Et ensuite, on peut se permettre, dans les systèmes légèrement pérités, un certain contrôle des paramètres pour les différents. Alors malheureusement, tout n'est pas rose. À chaque avantage, son inconvénient.
Parmi les plus classiques, on peut citer le coût d'investissement, qui peut se révéler parfois assez important. Le retour sur investissement qui peut parfois se faire un petit peu attendre, plusieurs années, 5 ans, pour les plus longs. Le coût de fonctionnement et de maintenance, ce genre de système est assez énergivore au niveau des pompes qui fonctionnent en continu pour faire passer l'eau d'une unité de production à l'autre. Et enfin, il y a besoin de connaissances variées. Il faut être pisciculteur, horticulteur, plombier aussi de temps en temps. Ce genre de système a tendance à faire des siennes. Et le dernier qui m'intéresse le plus et qui est le plus intéressant au niveau circularité, c'est le cycle des nutriments. Donc, comme je vous l'ai dit, le seul input, le seul intrant de nutriments de ce genre de système, c'est l'alimentation pour poissons et l'eau qu'on utilise. Malheureusement, on ne nourrit pas un poisson comme on nourrit une plante. Donc, le fait qu'on a souvent des carences en certains éléments, comme le potassium, le calcium, le fer, on a aussi certains éléments qui, en fonction des conditions, vont être moins disponibles pour les plantes. Ensuite de ça, on a aussi les déchets solides, donc toute la nourriture non digérée, non consommée, mais aussi les fesses solides qui, elles, vont être éliminées après décantation. C'est ce qu'on appelle l'époux aquaponique. Mais heureusement, à chaque problème, ça ou ses solutions. Donc, au niveau des pistes d'amélioration de la circularité, on peut se diriger vers de l'alimentation spéciale. Donc, de plus en plus de firmes proposent à la vente de l'alimentation pour poissons enrichie en certains éléments qui seront intéressants pour les plantes. On peut aussi minéraliser les boues, donc à la manière de la bioponie, on récupère ces boues aquaponiques, on met une digestion anaérobie, puis on peut les réutiliser. On peut aussi avoir la complémentation, donc où on part de notre solution organique de base à laquelle on va rajouter des engrais inorganiques afin de proposer aux plantes ce dont elles ont besoin. Et enfin, le dernier, ça c'est mon sujet, c'est l'ajout de micro-organismes bénéfiques dans ce genre de système. Alors, certaines de ces pistes ont déjà été développées au sein de notre laboratoire. Donc, il y a des essais qui ont été menés en aquaponie complémentée avec de plutôt beaux résultats. Ça a fait l'objet d'une publication il y a quelques années. On avait noté une augmentation de 39% de la biomasse aérienne fraîche chez la laitue lorsqu'on complémentait l'eau aquaponique. Et aussi, là, c'est un travail de recherche qui, en fait, ma thèse est la suite de cette thèse-là, qui s'intéressait aux micro-organismes présents dans les systèmes aquaponiques. En fait, on s'est rendu compte que, outre le biofiltre, il y avait une communauté très riche et diversifiée de micro-organismes dans les différents compartiments. Et de ces nombreux micro-organismes, certains ont été isolés et il s'est avéré que certains pouvaient être utilisés en tant que promoteurs de croissance des plantes. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet de marchage actuel, qui est d'intégrer et de diversifier ces systèmes de production, de donner plus de place à ce monde microbien, qui, je pense, a parfois été un peu trop oublié, mais qui est bien présent et très disponible. Alors, au niveau des recherches in vitro, donc 3 souches bactériennes ont été déjà isolées d'un système aquaponique fonctionnant sur notre site expérimental de Loisel qui a été présenté ce matin. À partir de maintenant, ces 3 souches de bactéries, je vais les appeler A, H, T, pour des raisons de confidentialité. Différents traits fonctionnels d'intérêt ont été étudiés pour ces souches. Donc, les 4 traits que vous voyez ici, c'est les traits, j'ai envie de dire, les plus communs quand on parle de biostimulation, de screening, de micro-organismes qu'on peut utiliser en agriculture. C'est la production d'acide indolphoacétique, et une hormone de croissance végétale, la production de sidérophore, qui va venir complexer le fer, le rendre disponible pour les plantes, mais aussi, et surtout, c'est là que c'est intéressant pour le système aquaponique, c'est la stabilisation du phosphore et du potassium, parce qu'on peut avoir justement des formes indisponibles pour les plantes. Alors, c'est très bien d'avoir plusieurs souches. Maintenant, si on a envie de les faire travailler ensemble, il faut s'assurer qu'elles peuvent croître les unes à proximité de l'autre. Il y a aussi mis des tests d'antagonisme sur gélose. Ils sont sortis positifs. Donc, on a pu avancer vers des tests in vivo. On a décidé de travailler avec un consortium de ces 3 souches pour pouvoir exploiter au maximum leurs différents traits fonctionnels. On a aussi décidé d'avoir à chaque fois une modalité avec une seule de ces bactéries, la bactérie T, qui s'est trouvée particulièrement intéressante lors d'essais antérieurs. Alors, le in vitro, c'est très bien, mais quand on parle de biostimulation, généralement, le moment où on passe en pleine terre, en champ ou en système aquaponique, ça ne marche plus. Donc, moment de vérité, il y a eu des essais qui ont été faits au cours de cet été où des laitues, le Casativa, ont été traitées avec des suspensions bactériennes. Et après 2 semaines, on a pu déjà apercevoir qu'on avait des différences significatives en termes de longueur de feuilles la plus longue et de nombre de feuilles. À chaque fois, vous avez de gauche à droite, si je puis dire, la complexification du traitement, donc notre contrôle, notre bactérisol et notre consortium bactérien. Suite à ces 2 semaines, les plantules ont été insérées dans des petits systèmes hors sol. Donc, on a récupéré de l'eau de nos systèmes aquaponiques. On avait un système aquaponique avec des truites et un autre avec des carpetoïdes. À ces 2 systèmes-là, on a aussi ajouté
une sorte de contrôle inorganique, avec vraiment une solution hydroponique formulée maison avec des sels minéraux. Et miracle, ça fonctionnait aussi. Donc, on avait encore des différences significatives en termes de masse aérienne fraîche pour les trois modalités différentes, en termes de différence entre les contrôles et les tubes traités avec les ou à acheter. On voit que ces différences continuent aussi dans notre pot avec les cartes de cueil, mais aussi tout à droite la modalité avec notre solution hydroponique. Donc, plutôt positif comme résultat pour cet essai. Ça m'amène déjà à la conclusion par rapport à cet essai-là. Donc, nous, ce qu'on y voit, c'est une avancée positive sur le potentiel des bactéries bénéfiques comme levier biologique pour augmenter le rendement des légumes cultivés en aquaponie et ainsi garantir une gestion plus intégrée des ressources en aquaponie et, in fine, aller vers une transition vers des systèmes de production plus efficients et résilients. Alors, je vous ai parlé de biomasse fraîche, ce n'est pas la seule chose qui nous intéresse. Il y a encore différentes analyses à mener, à savoir les nutriments qui sont présents dans les tissus végétaux pour voir si notre traitement a effectivement affecté la capacité des plantes à acquérir, à absorber certains de ces nutriments. De l'importance sera donnée aussi aux racines. Là, c'est tout un volet. On sait que les inoculants microbiens peuvent affecter l'architecture racinaire, la longueur des racines totales, le nombre de ramifications, etc. Donc, c'est en cours de traitement. Et bien sûr, parallèlement à ça, pour la suite, il y a une optimisation du traitement. Est-ce que les périodes de traitement sont correctes? Est-ce que les concentrations à lesquelles on ajoute de bactéries sont correctes? C'est encore des petits détails, pas tant des détails, qui sont à régler. Et puis, ensuite, l'idée est de voir si ces souches qui se révèlent efficaces en aquaponie sont aussi efficaces dans d'autres systèmes de culture. Donc, évoluer et proposer une vraie comparaison entre le système hors sol, avec l'aquaponie, l'hydroponie, mais aussi avec la terre. Est-ce qu'on conserve ces traits fonctionnels intéressants pour les plantes? Et puis ensuite, est-ce que ces traitements affectent les communautés de micro-organismes déjà présents dans le système? Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci pour ce bel exposé et ça vous place aussi à nouveau pour une autre question. Agnès, oui, il y a un micro là en voiture de l'eau. Oui, merci pour votre présentation. Petite question, si j'ai bien entendu la fin, vous avez inoculé vos communautés bactériennes dans le sol, c'est ça, pour tester? Alors, c'est l'idée, oui. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. On est d'accord, c'est une communauté bactérienne qui existe de toute façon déjà dans la nature. Juste pour préciser, parce que sinon ça peut faire peur. Oui, non. Je travaille bien sur des micro-organismes bénéfiques qui sont issus déjà de systèmes préexistants. Peut-être, effectivement, c'était dans un système assez original qu'est l'aquaponie et le microbiome n'était pas toujours bien caractérisé. Mais ce qu'on trouve, ce sont des genres qui appartiennent à des taxons que l'on retrouve aussi dans le sol. Et donc, ceux qui sont contre le hors-sol, avec l'aquaponie, on peut leur dire, mais les micro-organismes sont les mêmes que ceux qui sont en sol. Merci. Alors, merci aussi Olivier et Félicie avant, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai deux questions. Quelle est la diversité finalement des légumes que l'on peut cultiver dans un système d'aquaponie? De la même façon, parce que dans le système que nous a présenté Félicie, on est quand même beaucoup sur des légumes feuilles. Moi, j'adore la salade, mais on mange pas beaucoup de feuilles. Donc, en particulier, est-ce que on peut aller vers des légumes multitubercules, vers une variété une diversité de légumes? Alors non, malheureusement, les légumes racines sont très compliqués à produire en hors-sol. Il y a des systèmes qui existent avec de l'aéroponie où on va avoir une pulvérisation en aérosol des solutions nutritives, mais c'est vraiment encore à l'étape de recherche. Au niveau production actuelle, on sera toujours dans des rafts, des flotteurs sur des volumes d'eau ou alors dans des gouttières avec une fine lame d'eau. Donc voilà. Après, en fonction aussi du système aquaponique pour lequel on a affaire, on va avoir plus ou moins de nutriments présents. Donc, quand on cultive des légumes dans notre système avec les cartes de cueil, là, on peut se permettre d'avoir un bon rendement avec des légumes fruits peut-être un petit peu plus exigeants. Donc, on a déjà fait du piment, on a déjà fait aussi du haricot. Tout ça peut être dans le genre de système. En fait, c'est tout ce qu'on peut produire en hydroponie peut se faire quand l'eau est assez riche. Donc, concombre, poivron, tomates,
fraises, toutes les plantes aromatiques, toutes les plantes, tous les légumes. Il y avait une dernière question. Merci beaucoup. Je voulais avoir des précisions sur le transfert d'une telle technologie dans nos cultures. L'hydroponie, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans la production de semences de pommes de terre dans un ancien labo où j'étais à l'ISRA. Et en fait, on avait beaucoup de mal à maintenir ces systèmes hydroponiques, que ce soit les produits, le matériel. Et la deuxième chose, et c'est pas de l'hydroponie, c'est comment est-ce que ces micro-organismes-là, c'est des micro-organismes qu'on pourrait voir dans des systèmes irrigués, comme la riziculture. Parce que le seul endroit où je vois comment on appelle ça? La pisciculture et des cultures, c'est dans la culture rizicole ici au Sénégal. Et ça fonctionne, sauf que les poissons sont trop petits parce que on n'a pas assez de temps pour les faire pousser eux dans une saison. Donc, comment est-ce qu'on transfère cette technologie dans notre monde entier? Alors, merci beaucoup pour la question. Ce qu'il y a d'intéressant avec le système aquaculture, c'est qu'on peut avoir un gradient assez important qui va de la low-tech à la high-tech. Donc, c'est vrai que parmi ce que je vous ai proposé, enfin présenté, pardon, et ce qu'on a chez nous, on va vraiment moins dans le détail au niveau de l'éclairage, au niveau de la gestion des paramètres de culture. Après, on peut aussi avoir des systèmes plus simples. Donc, entre autres, on a un système en container maritime, on a sur notre principe wasabi, c'est la vapeur, avec une serre froide qu'on chauffait en surface. Et au final, dans ce genre de système, on va avoir, on va dire, juste une pompe pour acheminer l'eau vers les cultures et assurer un transfert. Et le biofiltre peut être construit de manière assez simple, entre guillemets. Donc, on avait le modèle avec les lycéens et le fond de bouteille et tout ce qui est support. En fait, à partir du moment où on a un endroit dans lequel l'eau peut arriver et un substrat sur lequel les micro-organismes peuvent se fixer pour faire le travail de nitrification, on a un biofiltre. Maintenant, si on veut vraiment avoir une performance optimale des micro-organismes, il faut les mettre à une certaine température, une générale, enfin une certaine température, certains pH, etc. Je pense que c'est pas impossible de faire ce genre de système et de s'adapter à nos conditions ici. Je ne sais pas si j'ai des collègues d'ISRA dans la salle, mais il faudrait vraiment, si vous avez une demi-journée, moi je peux faire le lien à les voir. Ce serait rien des autres. On discute de cela à la pause. Bon, je pense que je vais faire bien, parce que le temps passe. Donc, merci Olivier. Et donc, nous allons passer aux intervenants suivants. Donc, je ne sais pas si ça va être en tandem ou en solo. Il y a Sekou et Zana qui vont. Donc, vous avez vu qu'on a commencé par parler des végétaux. On a parlé de l'aquaponie où on a introduit l'animal. Et maintenant, ça va être vraiment centré sur l'élevage. Et donc, Donc, bonjour à tout le monde. Donc, c'est Dr Sikor Matilou. Je suis le directeur de la promotion du développement territorial au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. En même temps, je suis docteur en géographie et chercheur associé à l'IRM des eaux, Espace Société à l'Université de Nantes, au laboratoire de géographie et d'environnement de l'Université de Saint-Casimir. Vous me permettrez de faire une entorse au protocole, mais aux règles établies, pour remercier notamment donc, le professeur Issam et tous les comités scientifiques des GIFO d'avoir bien voulu choisir Dakar pour l'organisation de cette quatrième colloque. Je faisais partie de l'équipe au début, mais lorsque j'ai pris mes fonctions,
même si je suivais, mais je n'étais pas là tout le temps. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Remercier aussi donc, mes encadrants, le professeur Marcy, le professeur Christine Margévic, le professeur Papa Saho et le professeur Mohamed Boustura. Donc, c'était le premier pas dans la recherche. Donc, cet après-midi, nous allons parler donc, des systèmes d'élevage dans Abidjan et Ziguinchor, donc sous le prisme donc, de la tolérance et de l'opportunisme. Donc, nous allons faire une présentation à deux voix avec mon collègue Zana Ouattara. Et pour faire des éléments de contexte, hein, cette présentation fait suite à la rencontre de deux chercheurs qui ont travaillé sur l'agriculture urbaine dans deux pays, donc de l'Afrique de l'Ouest. Et comme élément de contexte, nous allons questionner la place des systèmes d'élevage sous le prisme des notions de tolérance et d'opportunisme. Pour dire qu'en Afrique, donc en particulier au Sénégal, l'élevage urbain forme une composante non négligeable d'un système complexe de sécurité alimentaire. Donc, c'est une activité qui occupe une place importante au niveau humain, économique, social et environnemental. Donc, cet élevage constitue une stratégie de survie non négligeable face aux paupérisations et à une dégradation de la sécurité alimentaire. Donc, à Abidjan et à Ziguinchor, outre donc la production qui tourne autour des bovins, ovins, porcs et volailles, donc ces villes aussi forment un nœud de commercialisation avec la présence des marchés spécialisés, mais aussi des abattoirs et tout ce qui tourne autour de l'élevage urbain. Et au cours de ces dernières années, nous notons qu'il y a eu des changements, des modifications liées, comme on l'a dit ce matin, à la croissance urbaine, à l'étalement urbain, mais aussi donc, des changements qui sont subis par rapport à la tolérance du voisinage des populations, mais surtout à l'opportunité. Quand on parle ici l'opportunisme, c'est lié au revenu issu de la vente donc, des animaux sur pied, mais aussi de la viande. Et donc, aussi, nous allons analyser cette thématique en cohérence ou en croisée avec la notion d'arrangement et de durabilité appliquée au système d'élevage. Et donc, nous nous sommes inspirés des travaux d'Orphélie Bobino, qui a travaillé au Burkina Faso. Donc, c'est pour approfondir ces travaux que nous nous sommes dit, pourquoi pas à Ziguinchor, à Abidjan, donc procéder de la même sorte. Mais ce que nous avons vu aussi dans le cadre donc, de la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui analysent cette thématique au prisme des relations ville-élevage. Donc, pour aller au-delà, nous avons jugé nécessaire d'interroger cette thématique en lien avec donc, les arrangements informels. Donc, s'arranger pour durer, donc cette formule en résume le questionnement auquel doivent répondre quotidiennement les éleveurs à Abidjan et à Ziguinchor. Donc, l'objectif de cette communication est de comprendre les systèmes d'élevage dans le district autonome d'Abidjan, mais aussi dans la ville de Ziguinchor. Et nous avons posé plusieurs questions en lien avec le voisinage par rapport à la tolérance, mais aussi l'opportunisme, comme je l'ai dit, des éleveurs qui se professionnalisent parfois, mais aussi liés au quartier périphérique. Et enfin, nous avons cette dialectique entre donc, les éleveurs, alors même que toute agriculture urbaine est souvent lui-même un éleveur. Donc, les agriculteurs souvent aussi sont des éleveurs. Et ce qui nous permet de passer à la méthodologie. Pourquoi cibler cette comparaison entre Abidjan et Ziguinchor? Donc, je l'ai dit tantôt, c'est la rencontre entre les chercheurs d'abord, mais aussi, nous avons constaté qu'il y a malgré des mêmes différences entre donc, la taille de la population, entre donc, le statut de capitale et de ville secondaire qu'est Ziguinchor, il y a quelques ressemblances entre donc, ces deux villes. Nous avons une organisation donc, territoriale qui est presque similaire à la logique de découpage d'Abidjan en communes, et quartiers étant presque identiques à celui de la ville de Ziguinchor. Mais aussi, il y a l'émergence d'une classe moyenne, plus la croissance
démographique. Donc, ce qui fait que dans ces deux villes, nous avons des besoins inédits en termes de viande et de bétail. Et aussi, voilà, je vais passer, ces deux villes en sont sur la façade atlantique, ça je ne vais pas la présenter parce qu'on le connaît tous. Et enfin, donc, nous avons mis en place aussi un protocole de collecte. Dans ces deux villes, en l'absence de base de données exhaustives, ce que nous avons fait, nous avons procédé à un nouveau travail de terrain et qui ont été menés entre 2015 et 2017. Ensuite, on a jugé nécessaire de refaire d'autres travaux entre 2017 et 2020 pour approfondir la réflexion. Donc, nous avons enquêté 130 éleveurs par effet de boule de neige à Ziguinchor et 250 donc, ont été interrogés aussi à Abidjan. Au total, nous avons interrogé 380 éleveurs dans les deux villes. Donc, je m'en vais passer la main à Zama pour vous présenter les résultats. Merci, c'est tout. Par les visions du temps, je suis Fatal Dana, ancien chercheur à l'Université de Bangui, à Abidjan. Pour le protocole, à l'occasion d'échanger, dis merci à François Magéti, je le dirai pourquoi tout à l'heure. Alors, on continue avec les résultats. Alors, déjà, au niveau de ces deux images, vous voyez, les deux images sont issues d'Abidjan. La première, c'est un troupeau de bœufs à l'enceinte de l'abattoir à Port-Brûlé, Abidjan. Et la deuxième image, c'est dans une commune populeuse à Bobo, au nord d'Abidjan, et en bordure de route. Alors, comme vous pouvez remarquer, l'abattoir est conçu uniquement pour l'abattage des animaux, mais il se trouve que les animaux, le bétail que nous voyons, bien que la plupart des pays transfrontaliers tels que le Niger, le Burkina et le Mali, donc pour la question de rupture de viande, donc ces animaux viennent en grande quantité et après pour les stocker, donc cela engendre au fur et à mesure les zones de stockage et d'élevage, qui sont désormais des zones, la commune d'Abobo est un espace assez large, donc il y a eu une négociation avec la mairie pour dédier un espace donc, au stockage et au élevage de ces animaux. Et l'autre image en bas, c'est une image prise à Ziguinchor, où nous nous retrouvons là dans un autre périmètre un peu différent, dans un village. Et là, nous constatons que ces bétails commencent à reculer par rapport donc, à l'avancement de ces villages au profit de l'agriculture végétale. Alors, ensuite, après, nous avons les ovins, et là, ces deux images. La première image, c'est toujours à Abidjan, dans une commune également populaire à Yopougon, où nous avons le stockage de ces ovins qui en bordure de route, sur même le territoire, et ensuite nous avons les ovins également à Ziguinchor, et cette fois-ci dans une zone assez urbaine. Et enfin, nous avons une race beaucoup prisée, la race Labou, ici à Ziguinchor, qui s'est fait à l'intérieur encore à l'échelle individuelle. Et cela c'est parce avec la tolérance, vu que les riverains, les voisins acceptent l'élevage de cette race parce qu'elle est avantageuse pour cela arrivera à s'arranger entre les voisins. Alors, par la suite, nous avons au niveau de l'élevage des porcs, le porc étant un animal qu'on ne peut pas consommer par les musulmans. Cela sans dire que Abidjan, comme Ziguinchor, nous avons tout de même l'élevage du porc. Et Abidjan est une zone assez urbanisée. Nous avons des cheptels de forts avec des éleveurs qui vont à un nombre croissant dans la commune de Bergerville, jusqu'à 186 éleveurs. Tandis que vous remarquez sur les cartes, les deux cartes à Ziguinchor, l'élevage du porc est quand même un peu minime par rapport à Abidjan. Cela se justifie également par le volet social, avec le nombre de musulmans élevés à Ziguinchor, contrairement à Abidjan, qui est une zone cosmopolite. Et par la suite, nous avons l'élevage de la volaille. Abidjan, qui est une grande zone, et est beaucoup l'élevage de la volaille. Nous avons des têtes qui vont jusqu'à 10 000 têtes de poulets, et ça, c'est l'élevage moderne. Et à Ziguinchor, l'élevage de poulet également, contrairement à Abidjan, élevé. Il
faut remarquer sur les images, deux images d'en bas, après l'étude de CEPO, il a fallu de la ville de Ziguinchor aller à 20 km pour pouvoir presque trouver un gros éleveur de la volaille. Dans l'intérieur de la ville, ce sont les petites exploitations, contrairement donc au lycée d'habitants. Alors, certains élevages jouent bien sûr un rôle très important économiquement. Ce qui fait qu'il y a donc des arrangements entre les riverains et ceux qui font effectivement l'élevage. Tel que, par exemple, au niveau du port, nous avons plus de 56% des éleveurs à Ziguinchor qui affirment se contenir donc des produits issus, donc, je veux dire, de la vente, bien sûr, des reçus à travers l'élevage des porcs, qui les ressources arrivent donc à contenir ces propriétaires, ces éleveurs, puisqu'ils arrivent à les utiliser donc pour les besoins quotidiens et pour l'exploitation des enfants. Cependant, il y a donc une question qui se soulève, c'est la question environnementale. La première image que nous avons montrée, par exemple, à l'abattoir de Borboué, partout sur tous les éleveurs des animaux, l'environnement est assez insalubre, qui fait qu'avec la ville, il y a vraiment une incompatibilité. Alors, par contre, il y a donc aussi des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Et cela, nous avons pu le constater à Abidjan, dans la structure de Tongon, et aussi dans nos pays urbains, où il y a à la fois les producteurs et les éleveurs. Mais ces conflits arrivent à toujours avoir des solutions, parce que c'est des arrangements. Comme M. l'a dit, et ils sont à la fois producteurs et végétaux, à la fois éleveurs. Donc, quand ça commence, puis il y a des arrangements et ces conflits arrivent à cette fin. Alors, les filets animaux offrent des produits divers, un profil divers, disons, entre tolérance et opportunisme. Tolérance, vous l'avez dit tantôt, à travers le voisinage qui accepte que les animaux soient élevés à côté avec tous les bruits, et la tolérance au niveau des pouvoirs publics qui tolèrent effectivement la présence des élevages, parce que simplement cela permet de pouvoir avoir des ressources financières en termes de sécurité alimentaire. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'élevage, avec tous les risques possibles en ville, est un mal nécessaire, si on peut l'exprimer ici. Alors, pour cela, il faut donc chercher à l'encadrer et surtout l'intégrer dans le plan d'urbanisme en réservant donc des espaces pour uniquement l'élevage en centre-ville. Il y a aussi d'autres dimensions qui font que l'élevage doit être régularisé, ce sont les dimensions donc économiques, de sécurité alimentaire et surtout le développement donc des territoires, puisque les citadins ont besoin d'alimentation de produits carnés. Alors, nous remercions pour votre attention. Bon, merci pour le timing. Et donc, vous serez en place pour des questions. Et moi, je suis à l'Université de Bombay et je travaille essentiellement sur l'élevage en milieu rural. Moi, je voudrais deux informations. Bon, d'abord faire une remarque. En tout cas, au Sénégal, moi, d'après ce que j'ai vu dans toutes les villes où j'ai fait des études, c'est que l'élevage en milieu urbain est essentiellement un élevage intra-domiciliaire. Alors, ça se passe dans les maisons et lorsqu'il s'agit de la volaille, surtout, il y a deux types de volaille, la volaille locale et la volaille de chair ou de bon poids, en général, qui est faite au niveau des terrains. Et ensuite, le caractère familial. Donc, l'élevage intra-domiciliaire et l'élevage essentiellement de type familial. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez travaillé sur les revenus? Bon, vous en avez parlé un peu. Mais en fait, quel est le pourcentage des revenus sur le niveau des femmes? Sur l'ensemble des revenus, en fait, que représente cette élevage? Bon, pour les lagoons, moi, j'aimerais bien voir à Ziguinchor. Et en fait, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, parce que moi, j'ai eu au moins la chance de faire propre publication sur les moutons lagoons. Mais je trouve que c'est un élevage
Bon, comme tu l'as dit, on peut en partie, mais contrairement à ce que vous avez dit au départ, c'est un élevage qui n'est pas du tout rentable, c'est un élevage essentiellement de prestige. Et concernant les revenus ici de la vente des animaux, en fait, concernant les races assignées, moi, ce que j'ai constaté d'après mes travaux, c'est que tous les éleveurs qui ont été enquêtés, ils disent que c'est un élevage qui est rentable économiquement. Au-delà du caractère de prestige que vous dites, c'est un élevage rentable. Je vais donner un exemple. Un éleveur qui a été enquêté dans le quartier de Boumel et qui est à l'arrière-cour de sa maison, qui a cogné 10 donc élevage de l'AS. Et lors de la fête de Tabaski en 2018, il s'est retrouvé avec des revenus qui tournent autour de 2,5 millions à 4 millions après la vente. Et lorsqu'on a fait une étude après, sur l'exploitation avec l'investissement et le revenu, il s'est trouvé qu'il s'en sort très, très, très bien. Donc, ailleurs, il y en a des éleveurs qui s'en sortent pas, comme vous le dites. Mais c'est un élevage de prestige avec donc l'échange, avec la consanguinité, l'échange entre les éleveurs, tous ces aspects-là qui entrent en jeu. Donc, c'est ce que je peux dire pour cette question, potentiellement, je ne sais pas, pour la dire, est-ce que c'est ce que j'ai compris. Ok, merci. Il y avait une autre question, madame. Si vous voulez, n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, c'est Madame Douf Etnambay, ruraliste au département de géographie chez Antédio. Je voudrais poser une question par rapport à Abidjan. Voilà, l'élevage m'intéresse beaucoup, donc par rapport à cette ville d'Abidjan. Et par rapport à Benjéville, où j'avais particulièrement visité, j'ai vu qu'effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes fonciers par rapport au développement de cette activité, vu donc l'évolution de la vie. Maintenant, ma question est, comment est-ce que vous faites donc, par rapport au éleveurs, donc du point de vue étatique, est-ce qu'il y a des politiques donc, pour pouvoir encourager les éleveurs et ensuite pouvoir pérenniser cette activité? Deuxièmement, comment vous faites pour pouvoir avoir les données par rapport à l'élevage? Est-ce que vous avez fait des quantifications ou est-ce que vous avez des bases spécifiques donc, du point de vue étatique? Donc, pouvoir faciliter la communication. Merci bien, professeur. Alors, au niveau de Benjéville, le constat que vous faites actuellement est juste parce qu'aujourd'hui, Benjéville est une commune urbanisée, j'ai dit Abidjan, et il y a plus d'espace, mais pas au niveau de la culture végétale. Mais pour l'élevage, surtout des porcs et de la volaille, cela se fait par des particuliers. C'est-à-dire que les gens avaient déjà des terrains à acheter des parcelles, et ceux-ci ont transformé ces espaces-là en espaces d'élevage. Pas pour les cultures végétales, mais par contre pour l'élevage du porc et de la volaille. La politique nationale en Côte d'Ivoire, surtout pour la volaille, est que l'État, depuis 1972, avec la création de la SODEPRA, la Société de développement des productions animales, il y a une véritable politique au niveau du porc et de l'agriculture. Et cela, c'est pour cela qu'on parle de tolérance, parce que l'État arrive d'abord à permettre à ces particuliers de continuer cette production, mais si le voisinage ne se plaît pas, automatiquement, il n'a pas de diminuer cela. Au niveau de la quantification, vous avez par exemple à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y avait l'interpostine, et ce sont des groupements d'éleveurs. Et grâce à ce là lors des enquêtes, comme c'est pour l'a dit, ce sont des travaux de thèse commencés depuis 2015 jusqu'à 2017-2018 pour la terre été soutenue. Et après, nous avons fait encore des enquêtes dans le but de pouvoir faire l'article. Donc, c'est depuis 3-4 années, nous avons été à la recherche des quantités avec les interpostines. Il y a l'interpostine agricole, porcine, et il y a un groupement d'éleveurs au niveau donc des bovins et des ovins. À Abidjan, l'élevage est pratiquement, que ce soit au niveau agricole, porcine et autres, 50% des élevages qui se passent à l'intérieur des villes.
Et parce qu'Abidjan est une zone de consommation accrue en termes de protéines. Merci. Toute dernière question. N'oubliez pas qu'il y a les pauses. Par rapport à la circularité, question de cette question de circularité entre l'éleveur, quand on cite à la fois éleveur et agriculteur à la fois, comment vous définissez cette circularité pour la même personne? Est-ce qu'il y a une circularité entre ces deux activités? On a des produits de l'élevage qui sont produits suivant, et les produits issus de l'agriculture vont retourner au système de base pour cette agriculture. Ça existe. Merci bien. On se retrouvait là dans l'aquaponie, c'est bien ça. Donc voilà. Effectivement, les producteurs des végétaux, après la récolte, il y a les résidus, et quand je prends par exemple Abidjan, c'est plus le vivier. Mais quand vous retournez sur les références à Abidjan, on va un peu plus loin pour dire quand la plupart des éleveurs, enfin, des producteurs sont également, enfin, des éleveurs sont également des producteurs de végétaux. Et après la récolte, les résidus, généralement, sont mis sur place pour que ces animaux, pour nourrir les animaux, qui en retour font des déjections sur la parcelle, et des déjections deviennent donc des sources de compost pour les futures cultures. Donc, de manière générale, c'est cette circularité qui existe entre. Est-ce que ça ne pose pas le problème de rentabilité de la production auquel vous opposez pour un éleveur qui a des cas, n'est pas dans le même contexte un éleveur qui a 10 ans pour profiter de cette circularité? Est-ce que ça ne joue pas sur la rentabilité? La rentabilité au niveau de quoi? Du rendement des produits? Non, pas du rendement. L'éleveur de la vie, il va acheter l'alimentation toute l'année, et un éleveur qui, sur 2-3 mois, peut bénéficier de ce circuit-là permis. Il a moins de dépenses. Oui. Vu qu'il est. Ah, bon, d'accord. La question, peut-être que je comprends la question. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est dans le même sens. Oui, le prochain veut. Oui, bon, d'accord. En tout cas, moi, ce que je constate dans toutes les villes où on a fait c'est que l'élevage est une activité essentiellement secondaire, qui est exercée par des fonctionnaires, des commerçants, des chauffeurs, des artistes. Donc, c'est en fait des revenus complémentaires par rapport à une activité. C'est moins de 10% des éleveurs qui en font une activité. D'accord. Professeur, peut-être, mais ça, c'est peut-être le cas au Sénégal. Sinon, en Côte d'Ivoire, ce sont des métiers, des éleveurs, qui font partie des activités de subsistance. Donc, il y a des éleveurs, il y a des personnes qui font de cette activité principale et qui s'en sortent. Je prends le cas de la filière porcine, mais on exporte. Il y a le cas de la filière avicole, mais la Côte d'Ivoire exporte surtout au niveau des œufs, la Côte d'Ivoire est excédentaire en production des œufs, et on exporte même à la sous-région. Donc, c'est bon, le cas du Sénégal, le procès par rapport au Sénégal, je ne sais pas trop, je vais prononcer, mais à Abidjan, le Côte d'Ivoire, c'est pratiquement une activité à part entière. Oui, je aussi en une minute, ce que je voudrais rajouter, comme le professeur l'a dit, au Sénégal, même à Ziguinchor aussi, c'est le constat qu'on a fait. En fait, c'est des fonctionnaires, d'autres professionnels qui pratiquent cette activité, mais néanmoins, il y a exclusivement des éleveurs qui sont des professionnels et qui s'activent dans cette activité, qui est rentable et qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter. Mais comme Zana l'a dit, hein, j'étais aussi à Abidjan, on a pu faire le tour, et comme il l'a dit, hein, là-bas, c'est des professionnels qui travaillent dans le métier et ça leur permet de s'organiser en GIE, en entreprise, etc. Donc, c'est ce que j'avais dit. L'intérieur de la oui. Il n'y a pas de lieu de la ville, des espaces de la ville pour être critique. Alors, merci, professeur. À Abidjan, effectivement, le problème se pose depuis un moment le travail de la salubrité et surtout de l'insécurité. À Abidjan, par exemple, comment ça se fait au niveau de l'abattoir? Comme je l'ai dit tantôt, l'abattoir, c'est juste pour abattre les animaux. Mais comme les animaux quittent très loin, et en cours de route, il y a des femelles qui ne mettent pas. Donc, à l'arrivée, il y a des animaux.
Donc, du coup, il y a une catégorie de jeunes qui sont organisés et récupèrent ces nouveaux délais. Parce que quand ils arrivent sur les déchets à rejeter, ils les récupèrent, ils les nourrissent au bout de 3-4 mois, ils sont revendus avec le papier de ceci. Et pour cela, c'est une organisation illégale, bien sûr. Et donc, sans intervention publique, en longueur de journée, la bagarre peut finir. Et depuis l'année dernière, en 2024, l'État a décidé de délocaliser l'abattoir, y compris tout ce qui est production et centre d'élevage dans les distributeurs. Mais pas dans le but de déguerpir sans pollution. L'État a confisqué un espace de 25 hectares à Anyama. Anyama, ça fait partie de la commune du district, à 25 km du centre de l'île, 25 hectares, pour donc délocaliser tout ce qui est production, élevage, que ce soit les ovins, les bovins. Par contre, l'avicole, et ça, c'est toujours réparti ensemble. Voilà, nous sommes. Oui, pour répondre à la question, c'est ce qu'on a constaté au début 2015 lorsqu'on faisait nos enquêtes, notamment l'élevage de volailles, c'était à l'intérieur de la ville, à l'intra-urbain et dans les quartiers périphériques. Mais avec, comme je l'ai dit, dans les éléments de contexte, avec donc l'émergence d'une classe moyenne, la demande est devenue forte. Et en 2017, 2018, en 2020, on a noté, donc, avec la croissance de la demande, des délocalisations à 20 km de Ziguinchor. Donc, à Djilagoun, on a été à Djilagoun, où un éleveur qui avait commencé dans la ville, maintenant s'est délocalisé pour pouvoir faire la ville. Parfait. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à mon collègue. Merci, professeur. Donc, nous allons quitter l'Afrique pour atterrir en Europe avec Maëlys, qui va nous parler de la manière dont l'innovation agit comme levier de gestion intégrée des ressources humaines à partir des travaux menés dans le cadre d'un projet européen Food City Boost. Merci, vous avez la parole. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Courage, c'est la dernière présentation de cette session. Donc, pour terminer les présentations de la session gestion des ressources en agriculture urbaine, je vais aborder la question du rôle de l'innovation dans la gestion des ressources en agriculture urbaine. L'objectif de cette présentation est de vous partager plusieurs enseignements issus du projet européen City Boost à travers une analyse de pratiques innovantes existantes en Europe. Quand on parle d'innovation, on entend beaucoup de choses et c'est un terme qu'on emploie énormément dans notre quotidien et dans le cadre professionnel. C'est un terme qui est souvent limité à la technologie ou à la performance technique. Il s'agit d'introduire des idées, des processus, des organisations ou des pratiques qui apportent de meilleures solutions aux besoins identifiés. Dans le contexte de l'agriculture urbaine, on peut se poser la question si l'agriculture urbaine est-elle réellement considérée comme une forme innovante d'agriculture? Est-ce que l'innovation ne va pas au-delà de la seule dimension technique et productive? Et dans un secteur aussi diversifié que l'agriculture urbaine, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'innover signifie réellement? Qui innove? Et que se passe-t-il concrètement dans les fermes urbaines en Europe? Alors, placer de l'innovation au sein de plusieurs pratiques, c'est bien, mais pour répondre à quels défis? On en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais voilà, pour résumer, l'agriculture urbaine fait face à de nombreux défis. On parle d'optimisation du foncier, à la gestion du sol et parfois de la pollution, l'accès à l'eau, la gestion du temps, des déchets, des ravageurs, ou encore les besoins énergétiques importants. Et pour comprendre comment l'innovation pouvait répondre à ces défis, nous avons mené un travail de recherche avec le projet Food City Boost. Food City Boost est un projet Horizon Europe qui rassemble une vingtaine de partenaires issus de 9 pays d'Europe, qui a débuté en 2024 et qui finira dans 2 ans, dont le but est d'analyser les impacts à la fois sociaux, économiques et environnementaux de l'agriculture urbaine, d'aller plus loin en regardant les scénarios dans le futur pour l'agriculture urbaine, mais aussi en développant des outils d'évaluation de la durabilité. Et dans le cadre de ce projet, nous, le Centre de recherche en agriculture urbaine et l'Institut technique de recherche Astrodome, notre objectif est de produire un état de l'art de la recherche en
en innovation en agriculture urbaine. Pour comprendre ce qu'est réellement l'innovation aujourd'hui, notre objectif était de rester au plus proche du terrain. On ne voulait pas se limiter à des définitions très théoriques ou technico-centrées, et on voulait vraiment savoir ce qui se passe concrètement dans les fermes urbaines en Europe. Quelles pratiques innovantes sont réellement mises en place dans les villes, par qui, pour répondre à quels défis. Pour cela, on a d'abord travaillé sur deux volets, à la fois une analyse de la littérature scientifique pour comprendre comment l'innovation est définie dans le champ de l'agriculture et aussi dans le champ de l'agriculture urbaine. Et on a également lancé une enquête européenne diffusée auprès d'un large niveau d'acteurs en Europe afin de recueillir des données actualisées de terrain. Grâce à cette approche combinée, on a pu identifier plusieurs centaines de projets d'agriculture urbaine à travers l'Europe. On a constitué une grosse base de données incluant des éléments tels que le nom de l'initiative d'agriculture urbaine, le type de structure, la date de création du projet, la localisation, les types de production agricole, mais aussi les pratiques jugées innovantes. Et au total, ce sont plus de 400 projets qu'on a recueillis, analysés et détaillés dans cette base de données. Ce sont du coup des initiatives très diverses, de par leur contexte territorial, leur modèle économique, leur type de structure ou de production agricole. À partir de cette base très large, on a pu affiner notre sélection en appliquant une définition claire de l'innovation adaptée au contexte de l'agriculture urbaine et une série de critères. Donc, bien sûr, on va parler de pratiques nouvelles, le fait que la pratique soit mise en place, mise en œuvre et fonctionne dans une initiative d'agriculture urbaine, sa capacité à répondre à un besoin réel et de répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques de l'agriculture urbaine aujourd'hui, et son impact positif. Et bien sûr, on parle d'innovation, mais on en rester dans un contexte de durabilité environnementale. Et ce travail nous a permis d'identifier, donc de passer de cette grosse base de données à une base de données d'une centaine de projets réellement innovants en Europe. Et pour refléter la complexité de l'agriculture urbaine, on a décidé de recatégoriser l'innovation selon 5 grandes dimensions. Donc, on parle dans ce projet de recherche, on parle à la fois d'innovation agronomique, territoriale, environnementale, sociale et économique. Et cette grille de lecture nous permet d'inclure des innovations à la fois organisationnelles, citoyennes, circulaires, pédagogiques et pas seulement techniques. Donc, à partir de cette sélection affinée dont je viens de vous parler, on a pu aller encore plus loin et développer un outil de valorisation et de diffusion de ces pratiques innovantes. Donc, on a en effet commencé à construire un visuel en ligne, bientôt accessible, qui met en lumière une série de projets particulièrement inspirants identifiés à travers l'Europe. Et dans cette dynamique, on a aussi choisi de réunir des initiatives les plus pertinentes au sein d'un catalogue dédié aux systèmes innovants en agriculture urbaine. Grâce à l'aide d'experts en agriculture urbaine, notamment issus du projet City Boost, on a pu sélectionner les initiatives les plus innovantes et pertinentes dans ces contextes-là. Au total, c'est une trentaine de projets qui ont été retenus et documentés de manière approfondie grâce à des échanges directs avec les porteurs de projets de chaque initiative afin de collecter des données essentielles à l'analyse de chaque projet. Et ce travail nous permet aujourd'hui de présenter un panorama très complet des innovations existantes aujourd'hui, donc à la fois sur une dimension agronomique, mais aussi environnementale, d'un point de vue territorial, social et économique. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de toutes ces catégories-là, mais sachez qu'elles sont disponibles dans le catalogue et je vous invite à aller les voir. Et j'aimerais plutôt donc aujourd'hui me concentrer sur 3 études qui incarnent particulièrement, chacune à leur manière, une façon différente d'aborder la gestion des ressources en ville et la diversité des approches possibles. Le premier exemple que je voulais vous présenter est le cas d'une initiative Rotasum qui a été développée à Rotterdam. Fondée en 2013 dans une ancienne piscine publique, cette initiative est née d'une idée de créer un système alimentaire circulaire en cultivant des champignons sur du marc de café usagé. Ce projet montre de manière très concrète comment un déchet urbain peut devenir une ressource précieuse
une ressource alimentaire précieuse tout en générant de l'emploi local. L'innovation de Rotterdam de ce projet d'agriculture urbaine repose sur 3 piliers principaux. Dans un premier temps, l'approvisionnement en marque de café, l'approvisionnement en déchets, donc en s'insérant dans les flux urbains de déchets de café. Ensuite, une production urbaine modulaire, adaptée à l'espace et aux ressources disponibles. Et enfin, une dimension éducative et entrepreneuriale forte qui forme et accompagne aujourd'hui de nouveaux porteurs de projets. Donc, cette initiative illustre parfaitement comment l'innovation environnementale et sociale peut devenir un vrai outil de gestion intégrée des ressources urbaines en combinant à la fois logistique circulaire, la production locale et un engagement communautaire. Un deuxième exemple présenté dans le catalogue est le cas de la Metabolic Greenhouse, qui a été développé à Amsterdam par une organisation de recherche. Ce projet s'est installé sur un ancien chantier naval fortement pollué, et l'objectif était d'y explorer une telle manière de vivre durablement sur des sols pollués, et l'alimentation, et en particulier la production locale de nourriture, est apparue rapidement comme un défi central. Et c'est dans ce contexte qu'a été conçu un système aquaponique évolutif qui a été destiné à tester des méthodes de culture hors sol, économes en eau et surtout réplicables, afin de diffuser des solutions accessibles pour l'agriculture urbaine et dans différents contextes. L'un des aspects les plus marquants est la volonté de rester dans une approche la plus low-tech possible et à faible coût, afin de montrer que des solutions donc low-tech et à faible coût peuvent offrir des performances fiables et être utilisées dans le cadre de production professionnelle. La conception de la serre permet un fonctionnement toute l'année et l'équipe innove également sur l'alimentation des poissons avec des protéines d'insectes notamment. Donc, c'est un exemple de la manière dont l'innovation low-tech, low-cost peut répondre aux exigences de durabilité des systèmes alimentaires urbains. Et enfin, un dernier exemple que je voulais vous présenter, qui est aussi illustré dans ce catalogue, est le projet de Stadthacker, qui est un projet situé en Allemagne. Ce projet est basé sur la transformation d'un site en jardin communautaire. Ils sont installés sur une ancienne friche ferroviaire et aujourd'hui gérée par une grande diversité d'acteurs, des familles, des étudiants, des personnes immigrées et des travailleurs, qui sont tous impliqués dans la gestion de ce lieu. Et l'une des innovations majeures de ce projet est la mise en place d'un système d'irrigation solaire qui a été conçu pour économiser l'eau et à la fois réduire la charge de travail pour les utilisateurs de ce lieu. Un premier système a été financé grâce à un vote citoyen, puis installé par des membres du jardin. Et un second système a également été ajouté et il sert aujourd'hui de support pédagogique pour des visites et des ateliers. D'un point de vue technique, le fonctionnement est assez simple. Le dispositif est alimenté par des panneaux solaires sur un site qui qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça représentait une réponse parfaitement adaptée pour ça. Et lorsque le soleil se couche, la tension chute et déclenche automatiquement une irrigation pendant un laps de temps donné. Et donc, ce projet illustre parfaitement comment un modèle d'innovation collective est à la fois accessible, où la gestion de l'eau devient un véritable vecteur d'organisation sociale, d'apprentissage technique, mais aussi de résilience locale. Donc, pour finir, ces 3 initiatives, mais aussi toutes celles présentées dans le catalogue, une trentaine de projets ont été documentés et analysés à travers plusieurs indicateurs spécialisés dans les performances agronomiques, environnementaux, territoriaux, sociales et économiques. Toutes ces initiatives présentées témoignent de la richesse et de la pluralité des approches innovantes en agriculture urbaine. Elles démontrent que l'innovation n'est pas uniquement technologique, elle peut être organisationnelle, circulaire, pédagogique, sociale, et qu'une combinaison de pratiques forme l'innovation et font que des systèmes fonctionnent aujourd'hui. Elle montre également que ces projets, donc les projets d'agriculture urbaine, peuvent fonctionner, sont matures, sont durables et peuvent être répliqués dans d'autres contextes et dans d'autres situations. Donc, toutes ces innovations, leur analyse, leur impact sont présentés dans ce catalogue.
Et donc, pour conclure, ce travail vise avant tout à inspirer, à faciliter la mise en œuvre de nouveaux projets d'agriculture urbaine et de partager des projets inspirants et réplicables dans d'autres contextes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Elise, pour la présentation, est-ce qu'il y a des questions, contributions dans ça? Merci pour cette présentation stimulante, je pense. Moi, je me pose la question, c'est à partir du moment où on arrive vers un programme européen avec des mentalités, entre guillemets, en termes de développement de l'agriculture et de domaines différents, comment justement réussir à concilier cette notion d'innovation qui, à lire, l'agronomie, croisée agronomie, territoire environnemental, social, économique, en fait, on met de tout. Donc, comment cibler ensuite et passer à éventuellement des modèles ou des choses qui puissent être reproductibles. Et deuxième interrogation, c'est aussi autour du coût financier que peuvent représenter un certain nombre de ces expériences. Y a-t-il de la participation justement des pouvoirs publics dans les acteurs? Est-ce qu'ils sont présents? Merci pour cette question, Christine. La première question, d'un point de vue des innovations, je ne dirais pas que notre souhait dans ce projet-là est de vouloir absolument montrer et créer de nouveaux systèmes plus innovants les uns que les autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, alors surtout, je parle d'un contexte européen, il y a énormément de projets d'agriculture urbaine qui se montent, qui fonctionnent, et notre but était vraiment de mettre en avant ce côté mature que certains projets ont. Ils sont viables économiquement, ils fonctionnent, et comment les répliquer dans d'autres sites et d'autres contextes. Et je pense que l'innovation va justement au-delà de sa dimension technique et high-tech, sur la réplication d'un système dans un autre contexte, l'adaptation à des profils et des contextes différents et des acteurs impliqués différents. Donc, pas vraiment au-delà de cette dimension-là. Et d'un point de vue des coûts financiers, donc, tu me demandais s'il y avait des participations financières de d'autres acteurs. C'est très intéressant comme question, et c'est vrai qu'on a vu que certains projets d'agriculture urbaine ont du mal à vivre économiquement parlant. Beaucoup sont dépendants des soutiens financiers, que ce soit au niveau local, régional ou national. Mais on a aussi une partie centrée sur les innovations et la dimension économique, où on a montré que certains projets arrivent à s'en sortir en autofinancement dès le départ, dès la création du projet, ou d'autres avec un coup de pouce financier, mais qui ensuite fait tourner la machine et arrive à être viable économiquement au fil du temps. Et voilà. Juste ajouter un complément sur les transferts possibles vers le sud des technologies ou des projets européens. On essaie dans la mesure du possible de travailler avec du high-tech, du low-tech, et dans certains cas, et c'est pour ça, et avec Félicien on le voit, on est capable de transférer des technologies qui a priori paraissaient complexes. Et tout le but de notre travail, c'est au moins des protocoles, mais des recettes que les gens pourront appliquer. Donc, il y a aussi un effet. Au départ, on analyse la complexité, puis il y a l'idée de simplifier les choses, les rendre accessibles. Et on a travaillé avec Félicien en RDC ou au Bachir, on a travaillé aussi avec des camps sahraouis. Pour vraiment que ce genre de technologie soit aussi accessible avec les matériaux locaux. Justine? Ça arrive. Allez. Ok, merci beaucoup. Alors, deux éléments.
pour répondre à l'autre Christine sur l'application des schémas en public. Ce que l'on voit, c'est que par exemple une grosse différence entre la France et la Belgique. En Belgique, il y a eu une forte implication des pouvoirs publics, on peut dire comme ça, notamment dans la création de Guadeloupe. Et c'est quand même la plateforme expérimentale qui permet de tester tout un tas de choses. Et ça, c'est une sorte d'intelligence d'intervention. Et en France, il y a eu une intervention des pouvoirs publics qui a été totalement stupide. C'est-à-dire en commençant par financer énormément des pseudo-projets qui allaient marcher, et peut-être qui n'ont pas marché. Donc, on a eu beaucoup de dépenses publiques sans contrôle, sans intervention de la recherche, intervention de non-souhaitée de la recherche, très longtemps. Et voilà, et donc tout s'est fait. Donc maintenant, bon, peut-être, Christine, je précise, pour la plateforme Wasabi, c'est essentiellement de l'argent européen et pas belge. Et notre délégué à de la Wallonie est parti, donc je peux me permettre de le dire. Bon, bah, moi, je vais faire des gars. Lui, il a eu trop d'argent français avant. L'autre élément, il est peut-être plutôt territorial. Sur l'exemple des champignonnières sur Marseille Café, qui est vraiment intéressant, peut-être une des seules formes qui fonctionne économiquement bien, généralement bien. Voilà. Alors, là, c'est peut-être pouvoir, mais concrètement, c'est peut-être un des trucs qui marche bien. Sauf que c'est pareil que pour le salade, on ne mange pas que des champignons. Donc, au bout d'un moment, dans un territoire donné, dans une ville donnée, une fois qu'on a 2 ou 3 structures comme ça, le marché se fait. Donc, voilà, après, il faut aller chercher beaucoup d'endroits. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France, ça c'est beaucoup développé, mais voilà, on arrive peut-être à une saturation de ça. Merci, Christine. Oui. Donc, je pense qu'on peut passer à la conclusion et aussi, vu l'intérêt et de tous les intervenants, toutes les questions posées, on a vraiment dépassé le timing imposé et malheureusement, on ne pourra pas aller vers l'atelier qu'on vous avait préparé. Cependant, on a toute une méthodologie qui est en place pour ce type d'atelier et je vais laisser Maëlys expliquer c'était quoi l'idée et aussi, si vous le souhaitez, vous emparer de cette méthode, vraiment, vous êtes le bienvenu. Oui, donc vous avez échappé à un super atelier qu'on avait préparé pour cette session. Juste pour vous présenter très rapidement en fait, la question de la gestion des ressources et notamment des flux urbains, à la fois l'approvisionnement en ville et aussi les flux urbains où on sorte l'agriculture urbaine. On disait que ça pouvait être super intéressant de travailler tous ensemble sur ces questions-là et notamment sur des contextes et territoires très différents. Donc, on a vu un panel, dans le panel des présentateurs, une grande diversité de contextes et de territoires. Donc, à la base, on avait prévu un atelier où on pouvait travailler donc, sur des éléments donc, adaptables sur un contexte d'une ville, d'un quartier, la typologie du territoire, le contexte climatique et environnemental. Et le but de cet atelier, en fait, était de vous faire travailler sur à la fois les ressources issues de la ville, qui proviennent directement de la ville, est-ce qu'elles peuvent être mobilisées par l'agriculture urbaine, mais aussi les ressources importées dans la ville, donc quelles ressources viennent de l'extérieur pour soutenir l'agriculture urbaine. On pensait aussi vous faire travailler sur des questions de concurrence et conflits d'usage, quels points de vigilance on doit faire attention, quelles sont les tensions aux concurrences auprès de ces ressources et quelles ressources ont réellement besoin des sites d'agriculture urbaine dans des contextes et territoires différents. Et enfin, de travailler directement sur des flux entre la ville, entre la ville et l'agriculture urbaine, et enfin de noter les idées dans un plan d'action. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut vous transférer la méthodologie qu'on avait pensée pour cet atelier si vous avez envie de vous l'approprier et de la travailler avec vos étudiants ou groupes d'acteurs pour questionner ces questions justement de circularité, des flux de déchets. Mais avec plaisir, vous prenez en photo, je peux aussi vous envoyer des éléments de méthodo.
Donc voilà, vous avez échappé à ça. Et merci à tous. Et on clôture la session 2. On passe pour 15 minutes de pause.